moi, ça. Les potages crustacés Liebig, on ne peut pas s'empêcher de les faire goûter. Vous êtes presque prêts? Attention, la fête va maintenant commencer sur la une pour saluer le dernier jour de l'année 84 et accueillir le premier jour de l'an 1985. Quelle année nous attendons? Patrick Sabatier et ses astrologues lisent l'avenir entre deux clins d'œil et se font fort de tout nous dire. Au milieu d'un plateau où les artistes les plus prestigieux du monde du spectacle vont découvrir en même temps que vous l'horoscope 1985. Chantons sous la pluie. Gene Kelly, Debbie Reynolds, Gene Hagen dans le Hollywood des années 25. Des ballets somptueux, de l'humour, de la fantaisie, des claquettes. Votre film pour cette dernière soirée de l'année. Ready for love, I can jump over the moon up above. There's a fiddle and ready for love. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. Good morning. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning. Good morning to you. Nous retrouverons ensuite Patrick Sabatier, horoscope 85 vers 23h30 pour enterrer l'année dans la joie. 84 se termine, vive 85. Vous n'allez pas en rester là. On pousse les tables, on roule les tapis, on invite les voisins, même les grincheux. Pour les irréductibles, vous pouvez toujours leur offrir des boules pièces. Surprise partie pour tous dès 1h30 du matin. Slow, tango, rock, salsa, reggae, twist. Matin dansant pour tous, tout clique sur la une. When someone else got the thing you got, it's hard when somebody has stolen a thing in your bag. Vous êtes presque prêts? Parfait. Je vous invite. Get out of the rain. Première journée du procès des meurtriers du père Popielouchko, l'ordre de tuer venait de haut. Afghanistan, 5e anniversaire de l'intervention soviétique.
Et notre invité ce soir, Nicole Garcia, que vous venez de voir sur TF1 dans le film de Claude Lelouch, Les uns et les autres, et qui joue dans Partenaires, le seul film nouveau sorti cette semaine à Paris. Bonsoir. L'ordre de tuer venait de très haut. C'est le système de défense adopté par 2 des 4 policiers accusés du meurtre du père Popielouchko. La première journée du procès s'est déroulée aujourd'hui. Dans le box des accusés 4 policiers, ils risquent la peine de mort. Le procès doit durer jusqu'au 21 janvier. 22 témoins seront entendus par le tribunal. 3 des policiers plaident coupables. Le 4e affirme qu'il est innocent. Dominique Thouard. Voici pour la première fois le visage des 4 policiers politiques inculpés. Le capitaine Piotrowski, le meneur, le principal accusé, le tueur, paraît-il. Son acolyte, le lieutenant Pekala. Il affirme que la mission Popielouchko disposait de l'approbation de supérieurs haut placés. Le second lieutenant, Chmielewski. Il rejette lui aussi toute la responsabilité sur le capitaine. Il n'aurait fait qu'obéir à un ordre. Enfin, le colonel Pietrouchka, leur supérieur à tous, accusé d'instigation et d'assistance au crime. Selon la loi et l'acte d'accusation, long de 70 pages, tous les 4 risquent la peine de mort. Dans la salle d'audience, le frère et le chauffeur du prêtre assassiné représentent la partie civile. Les débats pourraient durer jusqu'au 21 janvier dans le tribunal de Toruń, protégé, contrôlé par les forces de police. Une centaine de personnes seulement pourront suivre le déroulement de ce procès sans précédent en Pologne. Une centaine de spectateurs assistaient en effet à ce procès qui se tient donc dans la ville de Toruń, mais toute la Pologne se passionne évidemment pour les débats. Et les Polonais ont d'ailleurs pu suivre cette première journée par un compte-rendu donné ce soir dans le journal de la télévision polonaise. Le jeune prêtre assassiné était très actif dans sa paroisse Saint-Stanislas à Varsovie et l'on venait suivre sa messe. Très nombreux étaient les Polonais. Dominique Thouard nous rappelle qui était le père Popielouchko. Le père Popielouchko était en tête de la liste des 69 prêtres extrémistes établis par le pouvoir. Il était haï par les autorités et adoré par les Polonais parce qu'il s'était ouvertement placé du côté du syndicat Solidarité. Il avait le tort de défendre les prisonniers politiques, la dignité et l'honneur des travailleurs. Il parlait clairement, malgré 14 convocations par la milice, une inculpation judiciaire, des perquisitions et des menaces. Il célébrait chaque mois à Varsovie une messe pour la patrie et ceux qui souffrent pour elle, devant 10 à 15 000 fidèles. Pourquoi les gens viennent-ils? Tout d'abord, comme ils le disent eux-mêmes, ici pendant 1 heure ou 2, ils se sentent vraiment libres et ils peuvent manifester de manière religieuse et patriotique tout ce qu'on leur a enlevé. Il disparaît le 19 octobre, enlevé dans le coffre de cette voiture. Le gouvernement met en place un important dispositif policier et l'enquête progresse rapidement. 3 puis 4 membres de la sécurité politique sont arrêtés. Le 30 octobre, le corps du prêtre est retrouvé dans la Vistule, noyé, après avoir été cruellement battu. Le général Jaruzelski a présenté cet assassinat comme une provocation visant sa politique de réconciliation nationale. Il s'est engagé à mener une enquête politique au plus haut niveau pour connaître les instigateurs du meurtre. Une enquête sans résultat pour l'instant. Le doute subsiste et subsistera longtemps dans l'opinion polonaise. Émus, bouleversés, 500 000 personnes ont suivi les funérailles du prêtre le 3 novembre. Et la cérémonie funèbre s'est transformée en un symbole de la vitalité de solidarité. Moscou a célébré très discrètement le 5e anniversaire de l'intervention des troupes soviétiques en Afghanistan. La Pravda évoque les 20 ans du Parti communiste afghan et indique qu'en 5 ans, ses effectifs sont passés de 15 000 à 120 000 membres. Et la Komsomolskaya Pravda, qui est le quotidien des jeunesses communistes, consacre une pleine page aux soldats soviétiques stationnés en Afghanistan, sans toutefois indiquer la date de leur arrivée. À Kaboul, le gouvernement afghan salue l'aide du grand ami Union soviétique et la radio indique que son appui a permis aux communistes afghans de sauver le pays des contre-révolutionnaires et des impérialistes américains et chinois.
Dans le monde occidental, c'est une nouvelle fois la condamnation de l'intervention soviétique. Le gouvernement français déclare que le fait accompli n'a pas créé le droit, que l'injustice ne s'atténue pas avec le temps, qu'elle s'aggrave, et le gouvernement français demande à nouveau le retrait des troupes étrangères. Le président américain, Ronald Reagan, a dit que l'entrée des troupes soviétiques en Afghanistan, il y a 5 ans, constituait un jour d'infamie, au même titre que l'attaque du Japon contre Pearl Harbor en 1941. Selon la résistance afghane, la guerre aurait déjà fait 1 million de morts pour la plupart des civils. L'histoire de 50 guerres, Jean-Pierre Abou. Le courage, la haine du marxisme athée et de l'envahisseur, la force de l'islam et la connaissance du terrain semblent être les principaux atouts des moudjahidines afghans. Ils ne sont guère plus de 200 000 à se battre en permanence pour la plupart des paysans rudes et illettrés, tout juste armés pour guerroyer contre la fantastique puissance de feu que déploient contre eux plus de 10 divisions de l'armée rouge. Leur hantise, ce sont surtout les hélicoptères et les MiG soviétiques qui déversent dans la montagne et sur les villages des tonnes de bombes et de roquettes. Malgré cela, 5 ans après l'invasion soviétique, les maquisards tiennent toujours en échec la plus grande armée du monde. Rappelez-vous, c'était le 27 décembre 1979. Les premiers chars soviétiques pénètrent en Afghanistan. Officiellement, ils viennent à la demande du gouvernement afghan pour mater l'insurrection des moudjahidines contre le régime communiste. Après quelques heures de combat, les soviétiques prennent le contrôle de la capitale. Mais très vite, la résistance s'organise dans tout le pays. L'utilisation par l'armée rouge de napalm et de gaz toxiques provoque la mort de nombreux civils. Les soviétiques cherchent à frapper fort là où la résistance est active et à faire fuir la population pour isoler les maquisards. Mais leurs pertes sont lourdes, plus de 50 000 tués. En signe de représailles, ils détruisent des maisons, brûlent les récoltes au lance-flammes, sabotent les canaux d'adduction d'eau. Ce sont les femmes et les enfants qui sont les principales victimes de ces attaques. Après 5 années de guerre, le bilan est très lourd pour la population civile, 1 million de morts et de blessés, plus de 6 millions de réfugiés pour un petit pays de 18 millions d'habitants. La première comète artificielle créée par l'homme a été lancée au-dessus du Pacifique. Tout s'est bien passé. Il s'agit d'une opération conjointe des Américains, des Britanniques et des Allemands de l'Ouest qui a pour but d'étudier l'action des vents solaires sur les champs magnétiques terrestres. Malheureusement, la comète n'a guère été visible de la Terre. Et maintenant, le tour d'horizon des autres événements de l'actualité internationale avec Catherine Gentil. Douleur et colère, voici résumé les funérailles ce matin à Bologne des 15 victimes de l'attentat contre le train Naples-Milan. L'archevêque de la ville a célébré une messe en leur mémoire. Sandro Pertini, le chef de l'État, s'était personnellement déplacé. Mais cérémonie étrange, il n'y avait aucun cercueil dans la basilique. Les familles avaient décidé de se recueillir en privé. Un signe de protestation et de colère face à l'incapacité des autorités italiennes à lutter contre le terrorisme d'extrême droite, que l'on appelle ici le terrorisme noir. 8 personnes au moins ont été tuées et plusieurs dizaines blessées aujourd'hui en Inde pour la deuxième journée des élections législatives. Des incidents avaient éclaté dans le sud du pays peu avant l'ouverture des bureaux de vote. Pourtant, plusieurs millions d'hommes des forces de police et de sécurité ont été déployés sur tout le territoire. Dès demain, on connaîtra les premiers résultats de ces élections. Rajiv Gandhi devrait être reconduit sans difficulté à la tête du gouvernement. Les combats se poursuivent entre résistants cambodgiens et troupes vietnamiennes pour le contrôle du camp de Nong Samet, un camp de réfugiés mais surtout une des bases de la guérilla cambodgienne. Hier, 62 000 personnes ont pris la fuite vers la Thaïlande de l'autre côté de la frontière. Les échanges d'artillerie n'ont pas cessé de la journée. Le nombre de victimes n'est pas précisément établi. Les forces armées thaïlandaises de la région ont été placées en état d'alerte maximum. Nicole Garcia, cette première partie de l'actualité internationale, donc la Pologne, l'Afghanistan, l'Italie, l'attentat contre le train rapide Naples-Milan, tout cela, qu'est-ce que ça vous inspire? Le Cambodge? Je ne vais pas assez de détails, et puis ce sont des dossiers chaque fois trop complexes, mais je trouve qu'il y a une chose frappe, c'est qu'il y a une marque commune à tous ces dossiers, c'est
la violence brutale, quoi. C'est ça qui est terrible, et c'est très traditionnel, et c'est de parler de ça encore, de la violence partout, mais c'est pas très original, mais la violence non plus n'est pas très originale, et moi je ne peux qu'à la place où je suis que dire tout ce que m'inspire et protester très fort contre cette violence, quoi, et pour les droits de l'homme et contre cette violence en Afghanistan, et en Pologne, mais aussi en Turquie, et au Chili, et partout, enfin, je trouve ça très... Enfin, ce qui fait peur, c'est que ça devienne banal, quoi. On reçoit tant d'informations dessus. Et... Est-ce qu'il n'y a pas une banalisation de la violence avec les journaux télévisés? Parce que finalement, c'est vrai, c'est frappant, et nous-mêmes, on est étonnés de parler autant continuellement de violence tous les jours. C'est vrai, c'est ça. Maintenant, il faut un gros effort d'imagination et penser, à la violence, mais surtout à la souffrance, quoi, qu'elle engendre pour les gens qui la subissent. C'est ça, si on imagine ça un peu, autant en Afghanistan que pour le père Popielushko. Oui. C'est un peu... Enfin, si on imagine cette souffrance que tous ces gens subissent tous les jours dans tous ces pays, ça, je crois que c'est une bonne arme contre la banalisation de cette violence. Mais est-ce que ça ne devient pas quand même aussi un petit peu la violence spectacle? Parce que ça serait grave, on est tranquillement assis dans son fauteuil, et puis on regarde les gens se faire massacrer. Oui, c'est terrible, cet enfant qu'on a vu tout à l'heure avec cette jambe. Mais je crois que c'est le problème de la communication, de faire un spectacle. Ça, c'est vrai, c'est le problème de la communication, mais il faut absolument que chacun sache, dans son fauteuil, devant sa télévision, devant son écran, faire l'effort de ne pas se laisser aller au spectacle et bien prendre conscience de ce que ça veut dire, quoi, pour les gens qui la vivent vraiment. Bien, on vous retrouve tout à l'heure pour une actualité beaucoup plus souriante. Oui. Il est possible, revenons donc à l'actualité française, il est possible que les négociations reprennent entre syndicats et patronat sur la flexibilité de l'emploi, c'est-à-dire sur le problème des licenciements et des emplois à durée limitée. Cette possible reprise de la négociation est déjà dénoncée par la CGT qui, dès le départ, avait refusé de signer tout accord. Le président de la CGC, M. Markelly, estime que malgré les péripéties du moment, les 4 organisations syndicales, c'est-à-dire la CGCFO, la CFTC et la CFDT, qui ont essayé ensemble de faire un pas vers l'avenir, ont ouvert la voie du nouveau syndicalisme responsable au plan social, mais également au plan économique. C'est ce que dit M. Markelly. Et M. Edmond Maire a expliqué aujourd'hui pourquoi la CFDT avait finalement refusé de signer l'accord et demande une reprise des discussions. Je pense que le CNPF peut fort bien accepter de reprendre la discussion, car finalement, adapter les conditions d'emploi, c'est une nécessité pour les salariés, pour créer des emplois, pour les chômeurs, mais aussi pour les entreprises. Les entreprises ont besoin, effectivement, d'une certaine souplesse de l'organisation du travail pour être plus efficace. Il y a donc un besoin des deux côtés. Et c'est pas parce qu'on vient de connaître un échec provisoire qu'on va le transformer en échec définitif. En Nouvelle-Calédonie, le délégué du gouvernement, M. Edgar Pisani, participera demain après-midi à une séance à huis clos de l'Assemblée territoriale. On sait déjà qu'il fera des propositions le 5 janvier sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, propositions qui comporteront des approches nouvelles et qui, selon lui, pourraient bien surprendre ses interlocuteurs. Reste le problème du retour à l'ordre dont il a parlé ce matin à Didier Chauffier. Monsieur le ministre, dès votre arrivée sur le territoire, vous aviez annoncé que vous ne commenceriez les négociations et les consultations une fois que l'ordre serait rétabli. Or, depuis, l'ordre n'a pas été complètement rétabli. Qu'en pensez-vous? C'est vrai. Vous savez, le désordre, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Le rétablir exigeait d'abord beaucoup de moyens. Je ne les avais pas au départ, je les ai maintenant. Il exigeait aussi qu'un certain nombre de troubles majeurs disparaissent. Ils ont largement, sinon totalement disparu. Il exige maintenant que la confiance renaisse. Elle n'a pas encore fait son apparition. Pour cela, il faut que, au-delà de l'ordre public, manifesté par des attroupements de moyens, il y ait une présence des gendarmes partout. Que chacun se sente en sécurité partout sur le territoire. Ce sera possible dans les prochains jours. Il faut aussi que l'économie redémarre et nous nous y consacrons. Éloi Machereau, le responsable sur le terrain du FLNKS, lors des dernières élections, a cassé une urne pour la vider de son contenu.
Et cela s'ajoute aux nombreuses autres exactions. Que comptez-vous faire à ce sujet? Je pense que ces faits précis sont inacceptables. Je les connais. J'ai envie de les sanctionner. Mais j'ai envie surtout de résoudre le problème politique de cette île. Est-ce que c'est à coup de procès, à coup de condamnation, à coup d'emprisonnement qu'on résoudra le problème de la Nouvelle-Calédonie? Ou à force d'essayer de construire un monde dans lequel tout le monde puisse vivre? L'invité de notre page cinéma ce soir est donc Nicole Garcia. Nicole Garcia qui ne cesse pas, et nous l'en remercions, d'être à l'affiche. Elle l'était ce soir sur TF1 dans le film de Claude Lelouch, Les uns et les autres. Elle l'est depuis mercredi sur les écrans dans un film de Claude Dana, Partenaire. Et Denis Cadeau n'a pas pu résister au plaisir de vous raconter Nicole Garcia. En images. Mon oncle d'Amérique, Les uns et les autres. 2 films clés dans la carrière de Nicole Garcia. 2 rôles qui ont fait d'elle une vedette à part entière aux yeux du grand public. 2 rôles dramatiques aussi, pourtant moins durs que son personnage, Des mots pour le dire, où Nicole Garcia suivait une cure de psychanalyse. Au total, une vingtaine de films déjà, venant après 10 ans de théâtre. Pendant 7 ans, je n'ai fait exclusivement que du théâtre. J'étais dans les théâtres nationaux, dans les maisons de la culture, on a sillonné comme ça en compagnie. Et puis, je ne fais du cinéma que depuis 3 ans. Et c'était difficile ce début? Non. C'était gai, joyeux? C'était gai, oui.